Le Paris Saint-Germain champion pour la 13e fois dans ce championnat de France. En tout cas, les Parisiens sont à la fête. La direction du Paris Saint-Germain est à la fête. Et je pense que moi aussi, je suis à la fête. Aujourd'hui, je suis entouré de pas mal d'intervenants, des experts, des amoureux du football tout court. On a Freddy qui est présent, on a Chevalier qui est également un grand amoureux du football, ainsi que Stéphane. On va analyser jusqu'à présent le Paris Saint-Germain. On va faire un bilan en Ligue des Champions. On va également faire un bilan en championnat. On va voir jusqu'où on pense que ce Paris Saint-Germain 2024-2025, version Luis Enrique, peut-il aller. En tout cas, je passe la parole à Chevalier. Chevalier, toi, de ton côté, est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais dire à toute la population parisienne, à tous les amoureux du Paris Saint-Germain? Oui, bonjour Parisiens, bonjour à tous les panélistes. J'espère que chacun se porte bien et que le début de semaine a été parfait. Pour parler du PSG, bien évidemment, euh, félicitations déjà aux Parisiens pour ce titre. C'est vrai que en début de saison, on était un peu sceptique de savoir comment cette équipe va se comporter, surtout après le départ de Kylian Mbappé. Donc aujourd'hui, le PSG a remporté ce titre après 28 journées. Donc, c'est déjà, voilà, bien fait pour eux, très belle performance. Mais comme j'ai toujours tendance à dire, ce Paris Saint-Germain, de par ce qu'ils produisent déjà en Ligue 1, on ne les attend pas à ce niveau. On les attend en Ligue des Champions. C'est là-bas qu'on verra s'ils sont capables de gagner ces trophées, s'ils sont capables de rivaliser avec les gros. Ils l'ont déjà fait en éliminant Liverpool, qui, qui était favori à cette compétition. Et c'était voilà, une très très belle performance dans les deux matchs. Donc on attend encore de ce Paris Saint-Germain pour que à la fin on espère qu'ils vont remporter ce titre et voilà quoi. Merci, Chevalier. Toi, Freddy, tu es un amoureux du Paris Saint-Germain depuis que tu es tout jeune. Qu'est-ce que ce 13e titre de champion de France t'inspire? Qu'est-ce que tu aimerais dire exactement à tous les amoureux du Paris Saint-Germain qui sont déjà abonnés à la chaîne Parisien Football? Bah écoutez les gars, bonjour tout le monde, bonjour tous les Parisiens. Moi j'ai envie de relever quelque chose sur cette saison, c'est que peut-être on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. On est en train de battre des records. Euh, c'est vrai que j'attendais pas grand-chose en début de saison, à savoir est-ce qu'on allait être champion, mais de cette manière-là, c'est extraordinaire. Je vous rappelle qu'on a battu le record du Grand Milan AC, qui avait le record comment on dit, de Invincibilité. nombre de défaites invaincues, voilà, incivilité, invaincues à l'extérieur. Invincibilité. On a battu ce record-là. Moi, j'en suis très fier. Maintenant, être champion à partir du mois d'avril, c'est quelque chose aussi que je ne m'attendais pas. Tout le mérite en revient aux joueurs, mais des joueurs qui ont été drivés d'une manière extraordinaire par un coach qui a encore envie de prouver sur la scène internationale. Il a encore l'amour du ballon, cet entraîneur-là. Il a encore l'amour du jeu et c'est ce qu'il est en train de retransmettre à tout ce club du PSG et à tous ses supporters. Pour moi, il n'a pas de défaut cette année. Il n'a aucun défaut cette année. Il est à l'écoute des joueurs, il est à l'écoute des supporters, il est à l'écoute du club. Il est tout simplement extraordinaire, Luis Enrique. Et je voulais lui en remercier. Je voulais l'en remercier aujourd'hui sur le panel. Ne vous détrompez pas, hein, les supporters parisiens, hein. On a un coach en or et je suis très fier qu'il représente le PSG. Et ce qu'il donne au PSG, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Merci, merci, Freddy. En tout cas, je passe maintenant la parole. Stéphane, on sait que tu n'es pas forcément un amoureux du Paris Saint-Germain, tu es un amoureux exactement de cette équipe du Real Madrid. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais dire comme message aux amoureux du Paris Saint-Germain qui suivent la chaîne Parisienne Football? Déjà, bonsoir Parisiens, bonsoir à Bonsoir. tous les panélistes. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. En tout cas, moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Bon, ce que j'ai envie de dire aux Parisiens, c'est que, en fait, déjà, il faut dire merci. Il faut dire grandement merci à Nasser parce que pour moi, c'est l'une des plus belles décisions qu'il ait pu prendre depuis qu'il est sous la direction du PSG. Parce que faire venir Luis Enrique, pour moi, ça a été vraiment une aubaine pour le PSG. Si on peut bien remarquer, déjà, sa venue la saison dernière a montré clairement que ce PSG-ci peut jouer différemment et peut ne pas forcément compter toujours sur les stars. On a vu un PSG qui s'est reconstruit clairement avec des joueurs qui ont un fort potentiel, des joueurs qui sont mineurs, des joueurs jeunes avec un fort potentiel,
avec un coach justement qui arrive justement à inculquer à ces joueurs-là justement l'essence même du football. Donc, je dirais vraiment, cette décision-là, c'est la plus belle. Dites merci à votre président, même si c'est vrai qu'il n'est pas le mec le plus clair. C'est-à-dire, il a eu à faire vraiment des gaffes, à succomber parfois, prendre des décisions parfois pas du tout nettes. Mais aujourd'hui, il faut déjà dire merci à celui-ci. Maintenant, j'ai envie de dire quoi? Le PSG, forcément, pour la Ligue des Champions, parce que c'est le trophée qu'on attend beaucoup plus du côté de Paris. Depuis des années, il se bagarre pour avoir ce trophée-là. J'ai envie de dire quoi? On a un Luis Enrique qui est arrivé, il a sa deuxième saison. De base, on devait lui laisser le temps de pouvoir justement imposer sa philosophie de jeu. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les choses vont tellement vite. C'est-à-dire, ce PSG aujourd'hui nous montre une facette vraiment incroyable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, euh, on pouvait se dire de base que non, on pouvait les attendre pour une Ligue des Champions peut-être d'ici 3 ans et tout ça, 4 ans. Mais on est à 2 ans et ces gars, si avec ce qu'ils nous proposent sur le terrain, on ne peut pas attendre. Je suis désolé. On ne peut plus attendre. On se dit que c'est l'année vraiment du tout ou rien. Cette année-ci, comme vous l'avez si bien dit, ils ont pratiquement gagné le championnat au mois d'avril, début avril presque, et avec 20 points d'écart du deuxième pratiquement. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils sont forts non seulement dans leur championnat, mais aussi en Ligue des Champions, où ils ont pour moi eu ils étaient l'équipe qui a eu le tirage le plus vraiment fort, c'est-à-dire en termes d'équipe qui devait affronter pendant les phases de classement là, en Ligue des Champions. Même si ça n'a pas toujours été le cas en termes de victoire, mais c'est une équipe qui a montré qu'elle avait le niveau pour pouvoir jouer contre ces grandes équipes. Aujourd'hui, ils sont en quart de finale. Pour moi, honnêtement, ils jouent contre Aston Villa. Peut-être dans la suite de l'émission, on pourra peut-être débattre en profondeur, mais je pense vraiment qu'ils ont les armes pour pouvoir, peut-être cette saison-ci, venir à bout de cette Ligue des Champions enfin. En tout cas, c'est noté. Et quand on regarde un peu le classement actuellement de cette Ligue 1, on voit le Paris Saint-Germain qui occupe actuellement la première place devant l'Olympique de Marseille. Et quand on voit l'écart entre les deux équipes, c'est un écart qui est absolument vertigineux. 74 points pour le Paris Saint-Germain contre 52 points seulement pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il y a 22 points d'écart. Qu'est-ce que vous en pensez, la team? Est-ce que vous pensez que c'est le deuxième qui est beaucoup trop faible ou le Paris Saint-Germain en termes de moyens, ça ne rivalise pas avec les autres et qu'il y a une certaine injustice dans cette Ligue 1. Vas-y, Chevalier, toi, penses quoi, Chevalier? Non, je pense plutôt que c'est le PSG qui est beaucoup plus fort par rapport aux autres équipes parce que lorsque tu regardes sur le classement, Marseille qui est deuxième à 2 points de Monaco, Monaco qui a 1 point de Strasbourg, Strasbourg en passant très très belle performance sur cette saison, ils sont en train de revenir très fort. Strasbourg qui est aussi devant Lyon à 1 point et je pense que derrière il y a Nice et Lille qui sont aussi à 1 point de Lyon. Donc ça fait que de la deuxième à la septième place, c'est très serré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une bataille là qui se joue pour voir les équipes qui vont se qualifier pour la Ligue des Champions. Et le creux se fait à partir de la deuxième et à la première place. Donc, par rapport à tout ça, je pense que les équipes se valent, mais le PSG est au-dessus de toutes les équipes. Pour moi, honnêtement, en Ligue 1, il n'y a pas vraiment une équipe qui peut titiller ce PSG. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, OK, je vais les féliciter, mais moi, je ne les attends pas à ce niveau. Parce que gagner la Ligue 1 pour le PSG, pour moi, n'est pas un espoir, ou du moins, ce n'est pas une chose que je dois applaudir. Par rapport à leur budget, par rapport à leur salaire et tout, moi, je pense que cette équipe doit faire mieux en Ligue des Champions. C'est là-bas que moi, je les attends. Parce qu'en Ligue 1, moi, c'est une formalité, quoi. Ouais, et Freddy, quand tu entends un peu Chevalier dire qu'il nous attend exactement en Ligue des Champions, est-ce que tu penses que Chevalier est un peu trop sévère avec ce Paris Saint-Germain-là? Parce qu'on a l'impression qu'il minimise un peu cette Ligue 1 et que cette Ligue 1 pour lui, c'est juste une étape pour le Paris Saint-Germain avec le budget que le Paris Saint-Germain possède. Non, Chevalier, il est juste, comment dire, il essaie d'analyser le PSG en Ligue 1 d'une manière, on va dire, euh, très professionnelle, dans le sens où il se base sur les faits historiques du PSG en Ligue 1. Le PSG, depuis que le Qatar a été repris, a laissé que, sur les 12 années, a laissé que deux champions être champions à sa place, qui est Lille et Monaco. Donc, quand on prend ce raisonnement-là, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Quand il dit qu'il n'entend pas le PSG en Ligue 1, c'est par rapport à ça.
c'est par rapport au fait historique, depuis que le club a été repris par les actionnaires du Qatar, qu'est-ce qu'on a fait en Ligue 1, d'accord? Moi, ce que je trouve qui est un peu spécial, qui rajoute un petit piment cette année en Ligue 1 par rapport aux jeunes effectifs qu'on a ramenés, c'est que l'équipe est beaucoup plus forte que les 2, 3 dernières saisons en Ligue 1 par rapport à par rapport à un nombre de défaites qu'il n'a pas enregistré. Mais à part ça, il a un parcours de champion. Vous voyez, il a un parcours de champion. Maintenant, revenir sur le budget qu'a l'Olympique de Marseille, qui est deuxième, moi, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu là-dessus parce que à 280 millions, ils n'arrivent pas encore à avoir un parcours de champion. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avec 290 millions, ils n'arrivent pas à avoir une ou deux défaites. À l'époque, moi, je me rappelais dans cette Ligue 1, quand elle était très, très, on va dire, concurrentielle, pour être champion, il fallait minimum avoir 2 ou 3 défaites. Moi, ce qui m'embête un petit peu dans cette Ligue 1, c'est que le deuxième et le troisième et le quatrième a plus que 5 défaites. Et pour moi, c'est pas un parcours de champion. Pour avoir un parcours de champion, il faut minimum avoir deux défaites maximum et le reste des matchs nuls. Mais on ne peut pas aujourd'hui s'appeler l'Olympique de Marseille et vouloir être champion, mais on se dit que c'est pas possible par rapport au PSG et qu'avec 290 millions, on arrive à avoir plus que 5 défaites cette année. Pour moi, c'est beaucoup trop. Ouais. Donc, le fait de dire que d'un côté, on a un PSG qui écrase la Ligue 1 et d'un autre côté, on a suffisamment de budget pour concurrencer le PSG dans cette Ligue 1, ben, pour moi, c'est 2 poids, 2 mesures. Ouais, et Stéphane, toi, est-ce que tu Non. comprends un peu l'argumentaire de Freddy ou tu es pas du tout d'accord avec l'argumentaire de Freddy? Est-ce que tu penses que les autres dans cette Ligue 1 ne luttent absolument pas à armes égales et que les autres exactement sont un peu laissés pour compte? Moi, je pense qu'il faut pas céder à la facilité, hein. Moi, je pense que le fait de dire que, généralement, quand les gens disent souvent: «Ce PSG a un budget énorme, c'est un club de stars», du moins, c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir des pépites, des joueurs vraiment à fort potentiel. En fait, c'est un club qui attire beaucoup plus que la plupart des clubs de Ligue 1. Je trouve que c'est tombé dans la facilité. Je pense que c'est un peu des 2. Tout comme aussi également les clubs en Ligue 1 ont leur part de responsabilité. Comme il a si bien dit, je pense que la confrontation en championnat face au PSG, c'est 2 matchs pour chaque équipe là-bas. Ça veut dire qu'il y a moyen pour eux de pouvoir batailler pour ce championnat-là, avoir aussi également, tu vois, concourir pour ce titre-là. Donc, il ne faudrait pas uniquement s'attarder sur le fait que ce PSG-ci a un budget beaucoup plus énorme que la plupart des clubs de Ligue 1. C'est pour cette raison-là que aujourd'hui, ils sont au-dessus de tout le monde. Oui, mais il faut doser. Je pense qu'également, ils ont leur part de responsabilité et qu'ils devraient beaucoup plus se concentrer sur l'affaire football, de se concentrer sur leur façon de jouer ou bien tout simplement de leur mentalité. Parce que la plupart des clubs en Ligue 1 ont comment dire, ils ont ce complexe d'infériorité-là. Hein. On voit le grand PSG, ok, d'accord, le PSG a l'argent, il brille, d'accord. Mais entre-temps, on a eu des équipes justement comme Strasbourg qui a un budget assez minable mais qui arrive quand même à se hisser à la 4e place et qui concourt pour une place européenne. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un peu trop facile de dire que le PSG a un budget énorme et s'attarder dessus. Eux Et, aussi, ils ont et- leur et part de Stéphane, responsabilité. Stéphane, je t'entends, enfin, je te vois, enfin, plutôt, Chevalier, je te vois rire un peu. Je connais ce visage-là quand tu rigoles, tu as envie d'envoyer un petit punch du côté de Stéphane. Qu'est-ce que tu aimerais lui répondre par rapport à ce que vient de dire Stéphane? Non, par rapport à ce que Stéphane a dit et par rapport aussi à ce que Freddy a dit, je ne suis pas totalement d'accord. Déjà, de un, ce que Freddy a dit que lorsque tu as 5 à 6 défaites, ce n'est pas un parcours de champion. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de comment tes concurrents ont fait lors de la saison, c'est-à-dire par rapport aux performances de tes concurrents. Quand je regarde, par exemple, si je veux sortir du prisme de la Ligue 1, je regarde en Ligue A, à l'heure actuelle, le Barça a 5 défaites, le Real a 5 défaites, l'Atlético a 4 défaites. Donc, les deux premières équipes ont 5 défaites. Et ces 2 équipes-là sont en train de se battre pour le championnat. Et qui sait même, peut-être que sur les confrontations à venir, elles vont encore avoir des défaites. Donc, par rapport à ça, je ne suis pas totalement d'accord. Ce n'est pas le nombre de défaites qui fait en sorte que tu dois être champion ou pas. C'est par rapport à ton concurrent. Si ton concurrent a moins de défaites, peut-être moins de matchs nuls, là, on verra bien. Maintenant, pour revenir sur le niveau du budget,
C'est vrai que ce n'est pas forcément le budget qui fait en sorte que tu dois gagner, mais quand même, force de constater que si on veut parler dans la globalité, sur les dernières années, les deux équipes qui ont remporté la Ligue 1, c'est-à-dire Lille, la saison 2020-2021 et Monaco de la saison 2016-2017, ces équipes-là, certes, ce sont des cas particuliers. Parce que oui, ils avaient un petit budget, mais ce sont des cas particuliers. C'était des exploits. Il ne faudrait pas qu'on mette des exploits pour faire de la généralisation. C'est-à-dire que dans la généralité des choses, dans la globalité des choses, quand tu n'as pas d'argent, c'est difficile de pouvoir faire face aux grandes équipes qui ont les moyens financiers assez élevés. Parce que les moyens te permettent d'avoir des meilleurs joueurs et ce sont ces meilleurs joueurs-là qui te permettent d'avoir aussi des meilleures performances. Je parle ici de la globalité parce que je sais que tout à l'heure, vous allez me prendre des cas particuliers. Mais dans la globalité, pour avoir des meilleurs joueurs, il faut des moyens. Donc, par rapport à ça que je dis que je ne suis pas d'accord. Oui, je te vois un peu Maintenant, si vous venir. me parlez des équipes qui ont assez d'argent et qui ne gagnent pas, là, c'est autre chose. Oui, mais je te vois, regarde, par exemple, moi, pour te voir venir, j'ai l'impression que tu embrayes sur l'argumentaire du deal CVC, par exemple. Où est-ce que le Paris Saint-Germain, le deal a été d'1 milliard et quelques. Donc, du coup, j'ai pas exactement le montant exact, mais je pense que c'était autour de 1 milliard 400, 1 milliard 500. Et quand le Paris Saint-Germain a pris 200 millions, donc du coup, c'était une somme qui était très, très importante dans cette deal-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a parfois une répartition qui est inégalitaire exactement lorsqu'il y a un deal qui est signé et qu'il devrait y avoir une répartition un peu plus, pas forcément égalitaire, mais une répartition un peu plus juste? Toi, Freddy, t'en penses quoi? Est-ce que et en répondant également sur ce prisme-là à ce que vient de dire Chevalier. Bah, écoute, c'est sûr qu'au niveau de la répartition des droits télé, et cetera, sur la Ligue 1, le PSG est avantagé parce que, il remporte plus de matchs et parce qu'il finit, tous les années presque champion. Maintenant, pour la répartition globale, moi, je pense qu'il devrait avoir, une répartition plus juste à ce niveau-là, pour juste donner, justement essayer de donner, à des clubs moyens plus de budget pour pouvoir faire des recrutements. Mais maintenant, s'ils ont plus de budget, est-ce qu'ils seront capables aussi de faire des recrutements malins, de faire des recrutements qui puissent leur apporter des plus-values, qui puissent leur apporter des choses? Parce que moi, là, actuellement, dans le championnat, la seule équipe qui, je vois, fait des recrutements malins et qu'elle arrive à faire un bon championnat par rapport à son niveau, c'est cette équipe de Strasbourg qui s'est alliée avec, pour info, avec un club de PL qui est Chelsea, et elle arrive à avoir des joueurs comme ça, à moindre frais, qui sont prêtés par cette équipe de PL, qui peuvent justement exploser en Ligue 1. Donc, vous voyez, il y a plusieurs, je pense, leviers pour pouvoir juste être compétitif dans cette Ligue 1. Mais c'est vrai qu'avoir un budget mieux réparti vont pouvoir justement aussi aider ces clubs-là qui veulent justement faire des recrues et qui sont un petit peu embêtés par rapport à ça. Ouais, et toi, Stéphane, tu réponds quoi par rapport également à sous ce prisme-là, à ce que disait Chevalier également? J'ai envie tout simplement de dire que, en fait, si on vit dans un monde de bisounours où, bon, moi personnellement, je serais pas contre le fait justement qu'il y ait pas une répartition assez équitable entre toutes les équipes de Ligue 1. Il y a pas de souci. Mais à un moment donné, qu'on arrête de rêver. Quelle équipe fait rêver à part le PSG là-bas au niveau de la Ligue 1? C'est une simple question. Quelle équipe fait rêver là-bas? Vous pensez que, Marseille aujourd'hui fait rêver? C'est pas pour insulter les Marseillais, mais Marseille, ça date. Monaco, Strasbourg, peut-être cette saison-ci, par rapport à leur audace aujourd'hui, oui, OK, d'accord. Lyon, tout ça, c'est fini tout ça. Toutes ces équipes aujourd'hui, malheureusement, n'ont plus, comment on dit? Ils n'ont plus cette aura-là. C'est factuel. Donc, venir me dire aujourd'hui que, c'est un peu désavantageux pour les clubs, OK, d'accord, mais entre-temps, quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous rapportez? Rien du tout. Aujourd'hui, le PSG apporte quelque chose de la lumière, on va dire comme ça, en quelque sorte, à la Ligue 1 aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, un Liverpool aujourd'hui qui clairement tremble devant un Paris Saint-Germain. Je n'ai jamais vu un Liverpool trembler devant un Marseille ou un Monaco. Donc tout ça pour vous dire que moi, personnellement, dans un monde merveilleux où tout est beau, moi, je dirais que pourquoi pas, hein. Mais à un moment donné, le PSG, ils sont dans une posture où ils méritent ce qui les arrive actuellement, c'est tout simplement. C'est noté. Et toi, Chevalier, comment pour donner un peu le mot de la fin sur cette compétitivité de la Ligue 1,
parce que je sens que tu as beaucoup de, tu es un peu embêté par rapport à tout ce qu'il dit, parce que je sens que moi, je te connais, Chevalier, je vois un peu ce visage-là, et quand je vois ce visage-là, c'est qu'il n'est pas satisfait. Non, je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'on revient toujours à ce problème financier, c'est-à-dire que l'argent. J'ai regardé vite fait là, je me rends compte que avant l'arrivée du Qatar, le PSG avait remporté 2 titres, sauf si je dis des bêtises. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de la chose. C'est-à-dire que après que le Qatar ait pris le club en main, ils ont gagné plus de titres qu'ils avaient gagné depuis la création du club. Donc, ça veut dire que c'est un facteur qui doit vous titiller, c'est un facteur qui doit vous mettre la puce à l'oreille, dans le sens où, avec les moyens assez colossaux ils ont cette largesse-là de pouvoir appeler les meilleurs entraîneurs, de pouvoir appeler les meilleurs joueurs, de pouvoir donner cette attractivité-là de l'extérieur aussi. Parce que c'est aussi ça qui fait. On va parler de Marseille, on va parler des autres clubs. OK, mais ils vont avoir cette attractivité-là vue de l'extérieur par rapport à quoi? Avec quoi? Avec quels moyens? Est-ce qu'ils ont des investisseurs ou alors est-ce que... C'est pourquoi tout à l'heure, euh, lorsqu'on parlait de la répartition, là, moi, je ne suis même pas forcément pour la répartition, mais j'aimerais avoir un club en France qui aura aussi peut-être que, pas forcément les mêmes moyens que le PSG, mais un peu similaire, et pour voir si, avec cela, il n'arrive pas à gagner, pour voir s'il peut avoir une concurrence. On parlait tout à l'heure, on parlait du PS, PFC? l'équipe qui est en Ah, Ligue 2 là, le PFC. Paris FC. le Tu veux Paris dire quoi? FC. Ouais. J'ai suivi qu'il y avait le Paris FC, il y a des gros investisseurs ont pu se club et tout. Bon, il y a eu un engouement autour de cette équipe-là. J'aimerais que si par exemple ce Paris FC-là arrive en Ligue 1 et qu'ils mettent de l'argent dans le football et tout, qu'ils puissent avoir les meilleurs joueurs et pour qu'on puisse voir une meilleure concurrence. Sinon, sur les années à venir, on verra toujours le PSG qui gagnera. Certes, il y aura des années dans les cadres particuliers comme ça, où peut-être que Lille ou bien Monaco pourra peut-être prendre, ou bien même Marseille pourra peut-être prendre une Ligue 1. Mais sinon, dans la globalité, le PSG sera là, personne ne va les titiller. Ouais. Aujourd'hui, le football, tu ne peux pas parler football sans parler de moyens financiers. C'est pas possible. Ouais. Et franchement, le débat sur la compétitivité de la Ligue 1, franchement, j'ai trouvé ça très, très intéressant. C'était la première partie qu'on voulait couvrir exactement ensemble. Il y a une deuxième partie. Et pourtant, tout a si mal commencé d'une certaine manière parce que Kylian Mbappé avait décidé de partir du Paris Saint-Germain. Il avait décidé de prendre ses valises et de partir du côté du Real Madrid. Et beaucoup promettaient à ce Paris Saint-Germain l'enfer. Et le Paris Saint-Germain, au lieu de connaître l'enfer, a connu le paradis. Toi, Freddy, toi, on en pensé quoi exactement du départ de Kylian Mbappé? Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé était le problème du Paris Saint-Germain ou tu penses que c'était, tu le regrettes un peu quand même, Kylian Mbappé dans cette équipe-là? Écoute, moi, je pense que le PSG devait s'émanciper de Kylian Mbappé parce que il était 7 ans au club. Il a été 7 ans au club. Euh, sur les 2 dernières années, tout passait par lui. Toutes les actions de jeu, je vais rester sur le rectangle vert, hein, la décision finale, c'est lui qui la faisait. On voyait des Vitinha ne pas chercher le cadre, mais chercher Kylian Mbappé. On voyait les latéraux aussi ne pas trop centrer et rechercher des centres aériens, et parce qu'on savait que Kylian Mbappé était faible de la tête. Donc, on faisait tout ce qu'il faut pour Kylian Mbappé. Pour moi, mon équipe était trop centrée sur lui. Et le fait que Luis Enrique dise en début de saison et en fin de saison aussi, il avait dit la chose suivante, que mon équipe sera meilleure sans Kylian Mbappé, parce que pour moi, dans ma philosophie, je souhaite que chaque joueur du front de l'attaque marque 15 buts, c'est qu'il nous ferait plus de 40 buts, ce que Kylian Mbappé a mis l'année dernière. J'ai aimé cette philosophie-là, j'y ai cru, et forcé de constater qu'il a mis tout le monde d'accord par rapport à ça. Maintenant, à savoir, est-ce que le club est plus fort cette année sans Kylian Mbappé? J'en suis convaincu. Maintenant, par rapport au style de jeu qu'a mis en place Luis Enrique, j'en suis convaincu que l'équipe est plus forte, parce que si vous voulez bien, c'est un faux neuf qu'il a mis en place. Les deux ailiers de chaque côté défendent énormément.
fait énormément de replis défensifs, ce que ne pouvait pas faire Kylian Mbappé parce que c'est pas dans son ADN de défendre. Il ne veut pas défendre. Donc, le fait que ces deux ailiers défendent très fortement, le fait que Ousmane Dembélé défende aussi, donc ça nous fait un bloc défensif beaucoup plus fort que l'année dernière et beaucoup plus fort aussi avec Neymar et Messi. On a un bloc défensif qui défend à partir de la ligne d'attaque. Et c'est ce qui fait toute la différence pour moi. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on est invaincu en Ligue 1 cette année. Parce que ce bloc défensif-là est beaucoup plus fort sans Kylian Mbappé. D'accord. Et toi, Stéphane, quand tu vois un peu le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé, est-ce que tu as l'impression que le problème s'est transporté du côté de ton club favori, Madrid? Ou est-ce que tu penses que, franchement, quand tu analyses exactement le PSG Saint-Germain sans Kylian et le Paris Saint-Germain avec Kylian et le Real Madrid sans Kylian et le Real Madrid avec Kylian, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on n'a pas besoin d'être passionné ou amoureux du football pour remarquer que Mbappé est venu faire clairement chavirer notre club. Est Ah venu oui, faire carrément. chavirer le Real Madrid. Moi, Oh là personnellement, là. Ah oh là là, cette je vais dire époque-là. les termes. Je pense que là, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Moi, depuis le début de saison et avant même son arrivée, je pense que la fois où il prolonge au PSG en Mm, 2022, je me trompe pas, quand il prolonge au PSG, moi, j'ai dit c'est bon, mm. qu'on arrête les conneries. Il a choisi l'argent, il ne veut pas venir et tout et tout. Pourtant, en ce moment-là, je pense que il avait clairement la place. C'est-à-dire, il pouvait venir en ce moment-là et réellement s'imposer parce que avec Benzema, vous connaissez, Vinicius, c'était pas encore, même si Vinicius est quand même monté en puissance. Mais je pense que le fait justement qu'il ait repoussé ça, fait en sorte qu'aujourd'hui, surtout il y avait l'arrivée de Bellingham qui s'est clairement ajusté dans le jeu du Real Madrid d'aujourd'hui, où on avait trouvé un certain équilibre. Tu vois, le trio vraiment se connaissait, un Bellingham, Rodrigo, Vinicius, ils avaient des automatismes. Aujourd'hui, tu vois, il y a un Mbappé qui, pour moi, de base, n'est pas un neuf, mais qu'on insiste, on force à le faire jouer neuf. Il n'a pas les réflexes, il n'a pas les repères. Et pour moi, honnêtement, à part ça, c'est le fait qu'il soit vraiment un tueur devant les cages et même encore, parce que cette saison-ci, surtout la première partie de saison, j'avais envie de me frère, j'étais dépassé par ce mec-là. Je me dis: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe?» Le mec en 2022, nous tous, on s'est fait dans notre froc face à lui en Ligue des champions et aujourd'hui, quand il arrive chez nous, il est nul bizarrement. C'est-à-dire, c'était vraiment moi personnellement, je pense qu'il a tellement apporté, son départ a tellement apporté au PSG. J'ai l'impression que vous vous êtes déchargé d'une certaine pression, vous êtes délesté. Honnêtement, moi, prendre vos peines comme ça là, parce qu'on est venu porter clairement vos peines. Ce gars-là apporte vraiment un déséquilibre dans cette équipe-ci. Et je le dis et je vais toujours continuer à le dire. Même s'il marque, même s'il réussit au Real Madrid, je vais le dire, ce n'était pas l'homme de la situation au Real. Waouh, Nous, on voulait un vrai neuf. c'était fort. C'était un instant fort exactement de la chaîne dont on se rappellera, je pense, pendant longtemps. Chevalier, Parisien, vas-y, j'aimerais dire une phrase. vas-y. J'aimerais dire une phrase pour cristalliser tout ce que vient de dire Stéphane. Et c'est une phrase qui, si vous allez l'analyser en profondeur, vous allez comprendre tout ce que Stéphane a dit. Moi, je pense, la phrase est la suivante. Moi, je pense que le Kylian Mbappé avait besoin du Real de Madrid, mais le Real de Madrid n'avait pas besoin de Kylian Mbappé. Parfait. Merci. Et sur cette phrase-là, Chevalier, est-ce que tu trouves que, comment dire les termes? Est-ce que tu trouves que certains supporters parisiens sont un peu ingrats avec Kylian Mbappé? Est-ce que tu penses que aussi Stéphane est un peu trop, comment dire, aussi ingrat avec Kylian Mbappé? Parce que quand même 33 buts, qui a égalé quand même un record, le record de Ronaldo R9, Parisien, qui est sur le point de excuse-moi de te battre, couper, qui est sur Parisien. le point de battre exactement aussi Parisien, un Mbappé, joueur tel que aussi Cristiano Ronaldo, qui est peut-être bien sur le point de Parisien, battre Zamorano. Franchement, quand même, Chevalier, laisse pas parler eh, Stéphane. Attaque-le Parisien, sur ce point-là. excuse-moi de te couper, mais tu as parlé de 33 buts. J'ai envie de te dire que un Mbappé, niveau 2022, c'est au moins actuellement 70 buts. Allez, c'est bon. 70 buts actuellement, si, je vous dis. Parce que le nombre d'occasions qui nous a vendangé en première partie de saison, c'est affreux. 8 hors-jeu face au Barça. C'était une dinguerie. C'est-à-dire, ce gars-là, quand je regardais les matchs à chaque fois en première partie de saison, j'avais l'impression de voir un mec
qui n'a pas le niveau. J'avais comparé, je pense que Chevalier pourra le confirmer. J'avais dit pour moi, ce mec n'a pas le niveau de Bassogok. Bassogok était un international camerounais. Ils le savent. Je l'avais dit. Et certains sont venus confirmer mes dires parce que le gars était tellement. Oh Mais là là. ce Non, qu'il mais nous a ça, montré, pour une c'était affreux. punchline, c'est une punchline, ça. Franchement, Chevalier, est-ce que tu trouves que... Non, mais Stéphane, il est parti trop loin, là. On est d'accord, Chevalier, quand même. Non, mais non, je trouve qu'ils abusent un peu. Non, Stéphane, il abuse, il abuse. Il abuse pourquoi? Je, en fait, parlant des Parisiens même, par rapport à ta question, je trouve qu'il n'y a pas que de l'ingratitude, il y a aussi de l'hypocrisie. Je suis désolé. L'hypocrisie, pourquoi? Parce que lorsque Mbappé était au PSG, avec Neymar et Messi et tout, bah, il fallait voir comment tous les Parisiens ascensaient Mbappé. Tous les Parisiens mettaient Mbappé très haut. Les Parisiens disaient comment Mbappé, c'est le boss de l'équipe. Sans lui, on avait l'impression que le PSG ne pouvait rien faire. Je me rappelle même encore de la saison où ils se font éliminer par le Bayern. Lorsque Mbappé est blessé au match de retour, il revient et tout. En fait, Mbappé était comme étant le sauveur, il était là comme étant le roi. Et ça tirait sur Messi, ça tirait sur Neymar, ça tirait sur d'autres joueurs et tout, sur Verratti même aussi. Mais Mbappé était un joueur clean. Mais comme par hasard, subitement, lorsqu'il décide de ne plus prolonger, lorsqu'il décide de partir au Real, subitement, Mbappé, c'était celui-là qui apportait tous les problèmes. Mbappé, c'est celui-là qui, à chaque fois, créait de la zizanie et tout. Mbappé nous a rien apporté. Non, sérieux, à un moment donné, ça, c'est de l'ingratitude et de l'hypocrisie. Waouh. L'hypocrisie parce que, à un moment donné, ils ont censé Mbappé et maintenant, comme il n'est plus là, ils pensent qu'ils doivent le détruire. Et ce Paris Saint-Germain Mbappé, sans c'est un Kylian joueur. Mbappé. C'est vrai que collectivement, comme Freddy l'a si bien dit, collectivement, ce Paris Saint-Germain est meilleur que le Paris Saint-Germain de l'année passée. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que Mbappé est parti. Parce que vous ne mentionnez pas aussi le fait que Nives est là. Vous ne mentionnez pas aussi le fait que Dembélé est à un meilleur niveau par rapport à l'année passée. Vous ne mentionnez pas aussi le fait de la défense du Paris Saint-Germain avec Pacho qui est arrivé, qui fait une paire très, très performante avec Marquinhos. Vous ne parlez pas aussi de Hakimi qui est dans sa meilleure saison pour moi depuis qu'il arrive au PSG. Vous ne parlez pas de Nuno Mendes qui fait aussi une meilleure saison, mais vous parlez uniquement de l'absence de Mbappé. Vous ne voyez pas qu'autour de lui, les joueurs sont meilleurs que la saison passée. Les joueurs sont meilleurs carrément. Non, vous ne pouvez. Bakola aussi, il est meilleur. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est parce que Mbappé est parti que le PSG est meilleur collectivement. C'est juste une coïncidence, mais pour moi, c'est parce que toutes les individualités du Paris Saint-Germain sont meilleures. Est-ce qu'il Ça, il faut le existe dire. des coïncidences dans la vie, Chevalier? Est-ce qu'il C'est existe sûr. vraiment des coïncidences dans la vie? Non, je ne crois pas aux coïncidences. Vas-y, exactement, Freddy. Oui, je viens de faire une analyse tout à l'heure. Peut-être que Chevalier n'a pas bien compris. Pourquoi l'équipe est plus forte cette année? Parce que le bloc défensif, je redis bien mes mots, le bloc défensif est plus solide qu'avec Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé ne défendait pas. Et cette année, ce qu'a mis en place Luis Enrique, sa base de Luis Enrique, c'est le contre-pressing et le pressing. Et pour ajouter une Chose que phrase, Kylian Freddy, Mbappé, il avait dit exactement le Paris Saint-Germain de l'année prochaine sera plus fort que le Paris Saint-Germain de cette année. oui, oui, parce que lui, comment te dire ça, sa base, c'est le contre-pressing pour justement étouffer ses adversaires. Mais l'année dernière, Kylian Mbappé ne le faisait pas, ce contre-pressing-là. Donc, même si on le mettait à gauche, pour revenir sur ce que Chevalier disait, même si tu le remets à gauche, tout à l'heure j'ai dit, les deux ailiers qu'on a cette année, que ce soit Kvaratskhelia qui est venu compléter cette équipe, ou Désiré Doué, ou Barcola, font ces efforts, font ce replay défensif qu'il faut faire quand on se prend une contre-attaque ou dans l'effort du contre-pressing. Kylian Mbappé n'a jamais fait ça au PSG et même si Luis Enrique il serait resté au PSG, Luis Enrique aurait eu des difficultés à le faire comprendre ce qu'il voulait mettre en place. Et comme il est parti et que toute l'attaque a voulu rentrer dans ce système que Luis Enrique a mis en place, c'était plus facile. Je prends un exemple pour que vous compreniez bien. Avec l'attaque sous Galtier, Neymar, Messi,
Mbappé, Luis Enrique n'aurait jamais pu mettre en place son système de jeu à la perte de balle. À la perte de balle, il n'aurait jamais pu mettre ça en place. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait sa force à ce PSG. C'est à la perte de balle, qu'est-ce qu'on fait? Le Bon, contre-pressing. Parfait. mais, Vas-y. Exactement. mais j'aimerais ajouter un truc vite fait par rapport à ce que Freddy dit. Donc, en fait, vous êtes en train de vouloir nous faire comprendre que, parce que là, vous parlez d'un aspect du jeu qui est bien particulier, bien précis, Oui, c'est-à-dire à la oui. perte de balle. Donc, si Mhm. aujourd'hui tout votre jeu se résume uniquement à la perte de balle, alors là, je me pose des questions. Par rapport, lorsque le PSG a la balle, qu'est-ce qui se passe par rapport aux attaques placées? Donc, ça, c'est aussi la faute de Kylian Mbappé. Parce que je peux l'entendre que par rapport au pressing, oui, dans la structure du pressing, Kylian Mbappé ne fait pas les replis défensifs, il ne court pas beaucoup et tout. Ça, c'est pour pouvoir récupérer le ballon. Mais lorsque le PSG a le ballon, sachant que le PSG est une équipe de possession qui possède largement la possession par rapport à ses adversaires sur la plupart des matchs, dans ce système-là, donc c'est Kylian Mbappé toujours le fautif. Si le PSG n'arrivait pas à marquer et le PSG avait des difficultés face à certaines équipes, non, bah, moi je ne comprends pas votre. Je peux comprendre que à la perte de balle, et cette perte de balle l'a conduit à des buts, et Voilà. que voilà, Mbappé est fautif à ce niveau-là. Mais Mhm. lorsque le PSG a la balle, c'est quoi dont vous allez sortir comme Oui. argument? Je vais rajouter un truc Non, pour étayer un peu mais l'argument de justement, Freddy. Chevalier, l'équipe est plus forte dans cet aspect-là. On n'a pas dit dans l'autre aspect quand le PSG avait la balle. On a parlé de l'aspect que quand le PSG n'a pas la balle. Et c'est ce qui fait que cette équipe est plus forte sans Kylian Mbappé, Chevalier. Vas-y, Et je, exactement, ra- Stéphane. et je rajoute justement quelque chose même qui va peut-être clôturer ce débat. Il y a un fait qui est marquant. C'est que Mbappé, techniquement, il n'est pas bon, balle au pied. Quand tu vois les joueurs du PSG aujourd'hui, quand ils jouent ensemble, là, quand ils arrivent à combiner, ces gars sont à l'aise techniquement, qu'on se dise la vérité. Mbappé n'avait pas sa place dans ce collectif-là. Il n'a Waouh. pas le niveau technique pour pouvoir jouer Non, avec ces gars-là. Waouh. Et on a pu non, Ça, non. remarquer ça c'est très, justement. très fort, ça. On a pu remarquer ça justement la saison dernière. On peut tous confirmer ça. On voyait clairement que balle au pied, ça ne donnait pas. Tout le monde, quand Luis Enrique essayait d'imposer son style de jeu sur le terrain, on voyait que Mbappé faisait tâche clairement. Il essayait de faire le playmaker à chaque fois. Là, on voyait que techniquement, il ne s'en sortait pas. Et aujourd'hui, il continue à le faire même au Real. On le voit encore. Au Real, quand il fait son playmaker, il essaie de descendre là. Mais il n'arrive pas. Ce n'est pas son football. Lui, il aime bien quand on donne les ballons en profondeur. Il court. C'est là où il est incroyablement fort. Il faut se dire les vérités. Donc, Donc, si pour je moi, comprends bien, personnellement, il n'a pas sa place dans ce collectif. Et la preuve, tout simplement, c'est qu'il peut confirmer tout cela. C'est la saison dernière. La saison dernière, on disait quoi? Il marque, mais il est nul dans le jeu. Fin. Ah, waouh. je vous rappelle juste que Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde jusqu'à preuve de contraire. Et dire que un des meilleurs du monde n'a pas sa place dans cette équipe du PSG, je me pose des questions. Quand vous me parlez de l'aspect technique, donc ça veut dire que, en vous entend parler, Bancola qui est là, par exemple, est meilleur techniquement que Mbappé. Mais, Question. mais je te dis ça, Bancola est fin. meilleur techniquement que Mbappé. Il est Je- meilleur techniquement que Mbappé. Fin. Fin. la technique, c'est quoi pour toi? Et là, on va entrer dans un autre débat. Je dis simplement que Non, mais parce que Mbappé. j'aimerais bien entendre, parce Non, que on va entrer. est-ce que Là, on pour va. vous, la technique, c'est les dribbles? Parce que c'est Non, ça que les gens font souvent, hein. L'erreur que les attends. gens commettent, c'est que les gens pensent que le meilleur technicien, c'est celui qui est le meilleur dribbleur. C'est faux. C'est Il y une a Non, plusieurs très, choses très qui bonne entrent dans question. l'aspect de la il y a technique. plus. Merci, merci. Tu me donnes justement raison. Je vais te dire tout simplement qu'aujourd'hui, quoi. Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que tu es un grand joueur ou bien tu es le meilleur joueur de tous les temps que tu peux forcément jouer dans un système précis. Ça, il faut d'abord qu'on soit d'accord. Aujourd'hui, Luis Enrique est venu avec sa structure, son ossature, son système de jeu, sa façon de jouer. Mbappé, on a essayé la saison dernière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et S'il moi, Ça n'a pas moi, continuait moi, cette marché. moi, saison, moi, je vais Depuis, acheter ça un ne marche élément. pas. Je C'était vais une acheter un seule élément. saison. Je bon, vais acheter un élément important ici, la team. Je vous entends, franchement, le débat, il est tellement passionnant, franchement, qu'on a quasiment débordé les 40 minutes, mais tellement que le débat, il est passionnant. Et franchement, quand j'analyse un peu ce que vous dites, euh, Chevalier, pour moi, là où est-ce que Barcola bat Kylian Mbappé, c'est dans le repli défensif, les efforts défensifs. Ça, Tout Mbappé, simplement. Là, Mbappé ne les je fait suis pas. d'accord avec toi. Et ça, l'impact et dans le rôle décisif dans un 11 que veut mettre en place Luis Enrique, Barcola apparaît plus comme étant l'équilibre dont Luis Enrique a besoin. C'est la raison pour laquelle il a mis
Kylian Mbappé en tant qu'avant-centre parce il savait que Kylian Mbappé ne défendait pas. Donc, du coup, j'entends que peut-être que Kylian Mbappé peut être meilleur sur certains aspects du jeu par rapport à Barcola, mais par contre, Barcola exactement est plus dimensionné dans un 11 collectif de Luis Enrique plutôt qu'il est Mbappé sur le couloir gauche spécialement, mais également sur le point de vue de l'attaque pour moi. Je ne sais pas Merci. exactement ce que Mais, tu en penses, mais, mais moi, je pense que mais la phrase de Luis Enrique n'est pas anodine, C'est le ça, chevalier. Mm. Il n'a pas c'est dit ça. oui, exactement, mais il a dit exactement, le Paris Saint-Germain de l'année prochaine sera meilleur que le Paris Saint-Germain de cette C'est saison. ça. mais Parce qu'il tu savait sais très bien que pourquoi je Kylian pense que Mbappé, ça veut dire que ça, je le dis, Paris Saint-Germain de l'année prochaine, sans Kylian Mbappé, sera meilleur que le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé également. C'est Malgré je vais qu'il m'expliquer y a eu pourquoi des je pense apports, que il y a eu sa des phase n'est apports. pas anodine. Sa phase n'est pas anodine, pourquoi? Moi, je ne fais pas la fixation sur Mbappé. Moi, je parle juste du principe qu'il est dans une continuation. Il est arrivé la saison passée, il a mis un système en place. Ça n'a pas marché la saison passée. C'est vrai, il a remporté la Ligue 1, il a remporté la Coupe de France, il arrive en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça, il faut le mentionner. On a souvent tendance à croire que c'est pour sa première saison. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé au bout. Il manquait juste un match, dirais-je 2 matchs, pour qu'il arrive au bout. Donc, par rapport à ça, vous me dites que cette saison, collectivement, c'est meilleur, je suis d'accord avec vous, mais c'est parce qu'il est dans une continuité. Ce sont les mêmes joueurs. Je ne sais pas. Il y a juste Pacho qui est arrivé, qui s'est intégré, Joao et peut-être Neves, Mbappé qui est parti et tout. Sinon, il il est y a beaucoup de joueurs. dans la globalité. Je ne veux pas citer 2, 3 noms qui sont entrés là, mais dans la globalité, les joueurs connaissaient à son système. Il est dans une continuité. Je ne pense pas que c'est parce que Kylian Mbappé est parti que ça a fait que ce PSG-là est plus fort collectivement. Non, D'accord, ce le n'est pas débat, ça. là, tu as eu la team, le débat, il est super Et passionnant. On je va vais pas être finir d'accord. là-dessus, s'il te plaît. La Je vais team, finir je là-dessus. finis dessus. Je vais finir dessus. Vous me parlez de Bakola. Je ne sais pas, Bakola est devenu Messi aujourd'hui. À On vous n'a pas dit ça. entendre On n'a pas parler. dit ça. Non, parce que à On- vous entendre parler, Bakoula aujourd'hui, c'est un joueur extraordinaire. Non, on n'a pas Il dit est ça. très fort. Il est plus fort techniquement. Ce Soyons qu'on te fait sérieux. comprendre, c'est que Soyons sérieux à un moment Barcola donné. est On parle mieux de dans le Mbappé Attendez, système. la qui, team, depuis 5 ans, est dans le top 10. j'arbitre la team parce qu'il faut que j'intervienne parce qu'on a déjà dépassé un certain nombre de durées sur cette vidéo-là. Mais là, le Paris Saint-Germain, ma dernière question envers vous tous, où classer ce Paris Saint-Germain? On regarde l'histoire du Paris Saint-Germain. On regarde peut-être pas l'histoire, mais l'histoire depuis les Qataris. Le Paris Saint-Germain, c'est 2,2 points sous Carlo Ancelotti, saison 2012-2013. Puis ensuite, on a eu, quand on remonte un peu Laurent Blanc, et entre les fractions, pendant 3 saisons, le plus haut nombre de points, c'est 2,5 points. Emery a fait 2,5 points également. Touché à 2,5. Pour Pochettino, on en parle même pas, c'est un désastre. 2,2 puis 2,3. Ensuite, on a eu Galtier, qui était l'un des pires entraîneurs du Paris Saint-Germain, on n'en parle pas, qui a fait 2,2 points. Bon, 2,6 points. On a l'impression que c'est le plus haut sous l'ère Qatar, sous l'ère QSI. Où placez-vous exactement ce Paris Saint-Germain en une phrase chacun dans l'histoire du Paris Saint-Germain, dans l'histoire tout simplement de Qatari? Je sais pas, les gars, Pour moi, ce n'est pas le meilleur PSG à l'instant Qatari. pourquoi? Lequel était meilleur pour toi? Pour moi, le PSG doit être meilleur dans le collectif, dans les individualités, et par rapport aux adversaires qu'ils ont rencontrés. Parce que juste aujourd'hui, ce PSG, je suis désolé de le dire, à part Liverpool, qui est avec le niveau qu'ils ont éliminé, je ne vois pas quelle autre équipe le PSG a rencontré. Ne me parlez pas surtout de City, qui aujourd'hui est un City vraiment très malade, très boiteux. Il n'y a que Liverpool qui a le niveau et que le PSG a éliminé. Sinon, tous les autres grands matchs qu'ils ont rencontrés cette saison, bah, ils ont Dernier, éliminé. hein. Ils n'ont pas gagné. Donc, Ils ont éliminé la saison dernière, dernière. oui, ils ont éliminé un Barça. On sait tous que voilà, le fait majeur qui a fait en sorte qu'ils passent, c'est le carton rouge. C'est vrai, ils ont provoqué ce carton rouge, mais je pense pas qu'à 11 contre 11, ce PSG allait passer. Ils se sont fait éliminer après face à Dortmund. Ils ont traversé la Real Sociedad qui, pour moi, n'avait pas sa place là. Donc, jusqu'aujourd'hui, le bilan, c'est quoi? Ils ont remporté quelle équipe grande, à part Liverpool. Quelle est la grande équipe que tu te dis que, ah ben non, ça, ils ont eu un parcours extraordinaire. Je ne crois D'accord. pas. Je prends Donc, en tout cas, Chevalier, contrairement au Paris Saint-Germain de Laurent Blanc qui a affronté les meilleurs. je prends notre Chevalier exactement dit que le Paris Saint-Germain doit encore prouver afin de pouvoir classer ce Paris Saint-Germain-là plus haut pour lui. Toi, Freddy, est-ce que c'est le meilleur Paris Saint-Germain sous l'ère QSI
l'ère Qatar pour toi? Incontestablement. Mmh. C'est le meilleur. C'est le meilleur effectif, le meilleur fond de jeu que j'ai vu depuis que le Qatar est arrivé au PSG. J'en veux pour preuve le fait qu'une fois de plus, on a battu le record du Grand Milan AC au niveau des résultats à l'extérieur. Ça, c'est pas anodin. On est champion au mois d'avril. C'est pas anodin. Là, on va même essayer pour se motiver, pour que les joueurs soient encore performants. Luis Enrique leur a donné comme objectif d'être invaincu jusqu'à la fin de saison. Ça non plus, ce n'est pas anodin. On va peut-être battre le record du grand FC Nantes avec Pedro, Wedek, Loco, de ce grand FC Nantes qui a été invaincu jusqu'à la 36e ou 37e journée. On va aller chercher ce record-là. Et pour parler de la Ligue des Champions, je pense que cette équipe, au niveau du mental, est plus forte que l'équipe de Laurent Blanc. Parce que ce fameux 2-0 qu'on se prend à domicile contre le City de Guardiola, mentalement, l'équipe de Laurent Blanc ne revient pas. Voilà. C'est noté. Toi, exactement, Stéphane, où classes-tu ce Paris Saint-Germain-là dans l'ère Qatar, l'ère QSI? Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, un amoureux du Paris Saint-Germain a pu nous donner des chiffres qui ne mentent pas. C'est-à-dire, lui nous a partagé son expérience aujourd'hui. Moi, je ne suis pas forcément amoureux du PSG, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je regarde quand même ce PSG pratiquement tous les matchs cette saison-ci. Et moi, je dis, ce qu'ils font là, je n'ai jamais vu ça au PSG. Pour moi, c'est le PSG le plus abouti. C'est-à-dire, ils ont une telle confiance en eux, c'est effrayant. C'est effrayant. Moi, je voyais beaucoup je voyais beaucoup de personnes les voir éliminer lors du match face à Liverpool là. Je voyais des gens qui me disaient que c'est mort, le pressing de Liverpool, on va les tuer, on va les terrasser. J'ai dit, les gars, dosez. Votre Liverpool dont vous me parlez là, laissez ça. Moi, je regarde le PSG également jouer et ce qu'ils font là, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça en termes de jeu. Honnêtement, ils n'ont jamais fait ça. Avoir cette régularité-là. Le petit, peut-être, le truc qui pêchait, c'était seulement au niveau du fait qu'en Ligue des Champions, il n'arrivait pas justement à mettre ce but-là, mais il se crée les occasions, parfois la malchance, parfois. Mais à un moment donné, quand tu es fort, ça se montre, ça se voit. Moi, dit aujourd'hui, personnellement, c'est le PSG le plus abouti des PSG que moi j'ai pu voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les années un peu plus antérieures là, mais de ce que j'ai vu depuis pratiquement 10-15 dernières années, honnêtement, ce PSG-ci est le plus abouti pour moi. Parfait. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus, d'avoir écouté ce live, mais c'était passionnant. Je voulais même pas arrêter la vidéo tellement que c'était passionnant de discuter de ce Paris Saint-Germain-là, d'échanger avec des intervenants de qualité. Je souhaite remercier Freddy, remercier Chevalier, remercier également Stéphane pour les échanges, les contre-échanges. Mais en tout cas, si vous aimez ce que nous faisons, parce que je pense qu'il y a quand même du travail derrière, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, likez la chaîne, parce que c'est grâce à vous qu'on deviendra une grande chaîne de football. Merci beaucoup et également merci à tous nos intervenants. Ciao. Merci. Merci, Parisien. Bonne soirée à tous.